Les EdTech Mondays UMOA sont soutenus par le Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard en partenariat avec Denso. Heureux de vous retrouver pour ce 5e épisode des EdTech Mondays UMOA, une initiative du Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard. Ici, nous parlons de l'utilisation et de l'intégration des technologies éducatives dans les systèmes d'enseignement, d'apprentissage et de formation, le tout en réunissant les acteurs et les actrices au cœur de cet écosystème aux multiples potentialités. Je suis Alexis Lekogo, votre modérateur, au langage des signes, Naomi Kofi Kwaku. Aujourd'hui, nous parlons des universités virtuelles. Et pour en parler et avoir une perspective variée sur ces établissements novateurs sur notre continent, nous sommes avec M. Fernand Kwame, professeur titulaire à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, UVCI. M. Kwame est en charge des enseignements, de la vie estudiantine et de l'insertion professionnelle. M. Jean-Louis Correa, vice-recteur, chargé de la pédagogie à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane du Sénégal. Et Mme Tidiatou Diallo, étudiante à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane du Sénégal. Madame, messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est un honneur d'être sur ce plateau. Merci à tous et ouvrons cette discussion avec M. Kwame qui est en ligne avec nous et intéressons-nous d'abord aux partenariats importants qui ont été développés par l'UVCI afin d'améliorer ces programmes d'enseignement. M. Kwame, pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Quel type de collaboration l'UVCI a-t-il mis en place avec d'autres établissements éducatifs pour enrichir son offre éducative et quels sont les résultats concrets sur la qualité de l'enseignement? L'université virtuelle a établi des partenariats avec toutes les universités publiques et certaines structures de l'éducation secondaire. Et cela pour plusieurs raisons. La première raison, c'est de pouvoir bénéficier de l'appui des enseignants chevronnés. La deuxième raison de ce partenariat avec les structures publiques, les universités publiques et certaines écoles secondaires, c'est de disposer de salles et d'amphis pour pouvoir faire les regroupements des étudiants qui sont répartis sur l'ensemble du territoire afin de faire aussi les examens et certains travaux pratiques. Nos étudiants, pour qu'ils puissent pratiquer donc, le sport, comme tous les autres étudiants. Au niveau national, en dehors du domaine académique, il y a aussi des partenariats avec le monde professionnel pour pouvoir donc, tisser des relations dans la co-construction des curricula et aussi pour les stages et l'insertion de nos étudiants. Au niveau sous-régional, l'université a établi aussi des collaborations pour pouvoir donc, disposer d'instruments pour la recherche et la science ouverte. Et donc tous ces partenariats, pour me résumer, permettent donc de créer un environnement favorable à la construction des savoirs, aux pratiques nouvelles qui intègrent donc, les TIC dans la pédagogie et pour l'ouverture au monde. Merci M. Kwame. Ces propos soulignent concrètement l'importance des collaborations entre les établissements éducatifs pour améliorer la qualité de l'enseignement, mais aussi le bien-être et la future insertion professionnelle des étudiants. Monsieur Correa, quel type de partenariat pourrait être mis en place à l'avenir pour enrichir davantage l'offre éducative des universités numériques dans la zone UMOA? Je pense que les universités numériques doivent travailler davantage à intégrer les entreprises privées, y compris les startups, aussi bien dans la phase d'élaboration de leur offre de formation, de leur curricula, qu'également dans la phase de déroulement, de mise en œuvre de ces curricula. Je veux dire par là, comment faire pour faire participer, pour faire intervenir les professionnels du monde de l'entreprise dans le déroulement de ces formations. Je pense qu'à ce niveau-là, au niveau de la professionnalisation de notre offre de formation, aussi bien au début que dans l'exécution, les universités virtuelles ont encore beaucoup d'efforts à faire pour faire en sorte justement que cette offre de formation corresponde véritablement à ce que le marché de l'emploi attend des produits que nous mettons à la disposition de ce marché.
Et Madame Diallo, quel regard portez-vous sur ces initiatives qui visent à offrir aux étudiants un enseignement de qualité? Alors, merci. D'abord, je remercie toutes ces initiatives et apprécie vraiment quand ils parlent d'entrepreneuriat, surtout qui permet aux étudiants de réfléchir dès la première année à des idées innovantes, mais quand ils parlent aussi de sport qui permet à l'ensemble des étudiants sur le point de vue panoramique de pouvoir fédérer et se connaître. Merci, chers panélistes. Maintenant, explorons les mesures actuelles pour maintenir la qualité de l'enseignement et identifions les besoins de support externe ou de réforme pour renforcer ces initiatives. Monsieur Kwame, face aux défis persistants de qualité des contenus et d'accès, quelles initiatives concrètes l'UVCI a-t-elle prises pour assurer des conditions pédagogiques pertinentes et de haute qualité et quelles améliorations systémiques seraient nécessaires pour soutenir ces efforts? L'université virtuelle est consciente de la qualité, des dispositifs de qualité à mettre en place pour la formation, a créé un service en charge donc, de l'assurance qualité interne, qui est un dispositif qui met en place une stratégie et met en œuvre des activités qui concourent à la conduite au niveau de la gouvernance, au niveau de la formation, au niveau de la recherche, de l'employabilité, donc des actions donc, visant à la qualité. Ce service s'appuie sur les recommandations et le document donc, de la stratégie nationale de la qualité des formations et de l'employabilité qui vient d'être adopté au niveau donc, de la Côte d'Ivoire en 2023 et aussi de la création d'une agence de qualité qui met en place tout ce dispositif. Mais au niveau de l'UVCI, pour chaque processus, si vous prenez le processus des enseignements, tout un dispositif qui permet donc la conception des ressources, depuis l'offre de formation, la désignation du personnel qualifié pour le faire et le suivi des activités qui permet donc de produire les ressources jusqu'à leur validation, validation interne, validation avec tous les autres acteurs est mise en œuvre. Ce processus s'applique non seulement aux enseignements, mais aussi permet aussi donc s'applique également aussi aux évaluations. Monsieur Kwame, nous constatons que toutes ces mesures permettent d'optimiser réellement les processus d'enseignement et d'apprentissage et de s'adapter aux évolutions technologiques et aux besoins des apprenants. Chers panélistes, comment percevez-vous les mutations technologiques actuelles et qu'en est-il de leur impact sur la qualité de l'enseignement? Quand je parle de mutations technologiques actuelles, je fais référence à l'intelligence artificielle ou encore à la réalité augmentée ou à la connectivité à très haut débit. Vous savez, la grande prétention des universités virtuelles, c'est de se dire qu'on peut se baser sur le numérique et ses applications pour permettre à un étudiant, à une personne d'apprendre. Parce que dans le système classique, ce qui se passe, c'est qu'il y a un enseignant qui enseigne. Dans le système numérique, on se base sur les applications d'Internet, l'intelligence artificielle, le métavers, etc., pour permettre à l'étudiant d'apprendre. Pour ce faire, il faut tout un travail en amont, c'est-à-dire la mise en place de beaucoup de référentiels, de beaucoup de protocoles qui vérifient quelles sont les stratégies à mettre en place. Et ensuite, en aval, il faut s'assurer que cet étudiant-là, malgré l'absence de l'enseignant, a pu acquérir des savoirs et des compétences. Et donc ça, c'est tout le défi des universités numériques, c'est-à-dire leur capacité à intégrer dans leur stratégie d'enseignement l'intelligence artificielle, les métavers, les serious games, etc. Et cela devrait justement permettre d'améliorer l'offre de services et rendre plus professionnels les étudiants qui sortent de nos universités. Je pense que déjà, tous ces dispositifs qu'ils ont proposés peut-être ou qu'ils veulent proposer aux étudiants va permettre de faciliter déjà l'expérience d'apprentissage en ligne et va permettre mieux d'optimiser leur manière de faire les recherches ou même de pouvoir faire les exercices pratiques, par exemple.
Merci à tous pour vos analyses pertinentes. Nous retrouverons le professeur Kwame de l'UVCI pour la conclusion en fin d'émission. Merci professeur et à tout de suite. À présent, poursuivons ce programme avec l'évaluation des défis et des apprentissages dans les universités virtuelles. Monsieur Correa, au cours des 10 dernières années, quel défi majeur l'université numérique, cher Hamidou Kane, a-t-elle rencontré qui nécessite une attention particulière des autorités pour améliorer l'accès et la qualité de l'éducation en ligne? Je pense que le défi fondamental, c'est celui de la gestion de la masse, ce qu'on appelle chez nous la massification. Cela veut dire que depuis quelques 2-3 ans, nous recevons de la part de l'État du Sénégal entre 20 000 et 25 000 bacheliers chaque année. Nous sommes une université qui a démarré en 2013 avec 2000 étudiants, qui est monté du moins en puissance sur ces années. Et donc, depuis que nous avons commencé à recevoir ce nombre d'étudiants, il a fallu que nous soyons capables de montrer que nous étions en capacité de gérer ce nombre d'étudiants, mais en même temps également d'offrir des services qui soient des services de qualité. Et je pense que, comme je disais tout à l'heure, ce qu'il faut continuer, c'est justement cet effort-là pour que nous puissions continuer à monter en puissance. Monsieur Correa, nous mesurons l'importance des nombreux défis que l'UNCHK a dû relever pour mettre à la disposition des étudiants, mais aussi des enseignants, un cadre d'apprentissage innovant et dynamique avec l'apport du gouvernement. Madame Diallo, comment vivez-vous l'adaptation continue de cette université numérique au progrès technologique et l'adoption des technologies éducatives par les étudiants? Alors, permettez-moi, avant de répondre à cette question, de donner juste une contribution par rapport à son analyse. En parlant de cette évolution avant, il y a le décloisonnement. Je pense qu'on en a parlé l'autre jour. Quand je prends mon exemple, j'ai obtenu un baccalauréat en L2. Et pour moi, être orientée dans une filière plutôt scientifique, ça a été un grand défi pour moi, pour les matières scientifiques par exemple. Mais je pense que l'université contribue carrément à ce décloisonnement-là. Et pour votre question, je donnerai l'exemple des examens, tout simplement. Au début, en 2017, on se rendait au niveau des lycées à côté pour faire en présentiel nos examens. Et maintenant, on le fait en ligne. Et même dernièrement, durant mon examen, je l'ai fait chez moi. Et c'était vraiment important pour moi et j'ai beaucoup apprécié. Merci Madame Diallo. Monsieur Correa, face aux défis techniques tels que l'accès limité à certaines technologies, quelle stratégie l'UNCHK a-t-elle mise en place et quelles ressources supplémentaires seraient-elles nécessaires pour les optimiser? Pour prendre en charge un nombre important d'étudiants, à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, nous avons plus de 70 000 étudiants. Ces étudiants-là, il faut que le système d'information soit capable de les gérer très correctement. Pour ce faire, il est important que les données de ces étudiants soient conservées dans nos pays, que ceux qui y travaillent soient des Sénégalais, des Africains, pour justement montrer notre capacité à créer ce type d'université et justement mettre en place l'expertise qu'il faut pour gérer ces deux universités. Le deuxième élément, c'est l'appui de l'État dans la montée en puissance s'agissant des ressources humaines. Aussi bien le personnel d'enseignement de recherche, les pairs, que le personnel administratif technique et de service, mais également les tuteurs. Dans notre modèle pédagogique, les tuteurs jouent un rôle extrêmement important. C'est eux qui encadrent les étudiants dans le cadre des travaux pratiques. Il faut justement un accompagnement de l'État pour la montée en puissance en ressources humaines, mais également en ressources technologiques. Merci M. Correa pour ce tour d'horizon des efforts déployés par l'UNCHK pour faire de cet établissement un pilier de l'enseignement et de la formation dans la zone UEMOA et particulièrement au Sénégal. À présent, quel regard portent les étudiants sur toutes ces innovations mises à leur disposition? Comment s'adaptent-ils aux progrès technologiques dans le domaine de l'enseignement?
Quels avantages cela leur procure-t-il et quels sont les défis qu'ils affrontent dans leur processus d'adoption des tech? Élément de réponse approfondie tout de suite avec Madame Tidjatou Diallo, étudiante à l'université numérique, chère à Hamidou Kane du Sénégal. Madame Diallo, comment évaluez-vous l'accessibilité et le support pédagogique dans votre parcours et quelles améliorations suggérez-vous pour optimiser l'expérience d'apprentissage en ligne? Alors, merci pour cette question importante qui touche deux aspects, à savoir l'accessibilité et le support pédagogique. En ma qualité d'étudiante à l'UNCHK de la licence 1 au master 2, je dirais qu'elle est satisfaisante dans la mesure où l'accès à la plateforme de formation est optimal dès la réception des outils de travail de l'étudiant, à savoir la machine et la clé de connexion. Les ressources pédagogiques, bien sûr, sont disponibles sur la plateforme, téléchargeables. Je veux dire, quand je parle de ressources pédagogiques, je parle des supports, des documents, plus des vidéos mis à notre disposition, effectuées par nos enseignants et tuteurs, afin de nous permettre de comprendre les attentes liées à chaque matière. Maintenant, en termes d'amélioration, je suggérerais bien sûr d'optimiser la mise à disposition des ressources, des outils de travail qui permettraient aux étudiants, bien sûr, de pouvoir commencer et qui facilitent, bien sûr, les étudiants, l'apprentissage estudiantine au sein de l'UNCHK. Aussi, un point important qui me tient à cœur, c'est de renforcer la communication sur l'organisation des examens et évaluations, partager très tôt le calendrier afin que les étudiants puissent prendre les dispositions idoines pour terminer. Merci. De très bonnes suggestions, Monsieur Correa, en tant que vice-recteur et chargé de la pédagogie à l'UNCHK. Quelles sont les remarques courantes que vous font vos nouveaux apprenants quant à l'utilisation des technologies éducatives dans les méthodes d'enseignement que vous proposez? J'aimerais revenir sur un élément que Tidjatou a soulevé tout à l'heure lorsqu'elle parle d'outils de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Université numérique, l'État du Sénégal, a fait le choix de doter chaque étudiant d'un ordinateur, mais également d'une clé de connexion avec une connexion de 7 gigas, le tout gratuitement, c'est-à-dire payé par l'État du Sénégal. Ce qui fait que l'étudiant de l'UNCHK, qui ne bénéficie pas des œuvres sociales comme dans les autres universités, a un ordinateur et une connexion coûte moins cher pour l'État du Sénégal. Mais comme je disais tout à l'heure, cela appelle de la part de l'État un gros investissement dans la partie technologique et dans la partie ressources humaines. Pour revenir à votre question, le défi fondamental auquel nous faisons face, c'est que nous recevons beaucoup d'étudiants qui nous viennent souvent de parties, de zones du pays dans lesquelles ils n'ont pas été familiarisés à l'utilisation de la plateforme. Heureusement, avec les smartphones qui sont bien intégrés dans notre pays, beaucoup d'étudiants peuvent utiliser le téléphone, peuvent utiliser Internet, etc. Merci pour cet éclairage, M. Correa. Madame Diallo, personnellement, qu'en est-il concrètement de l'utilisation de ces ressources numériques? Quels défis spécifiques avez-vous rencontrés et quelles stratégies efficaces avez-vous trouvées pour les surmonter? Alors, pour cette question, le plus grand défi que rencontrent les étudiants, c'est d'abord l'adaptation. On n'est pas habitué à utiliser peut-être les machines. Et la deuxième chose, c'est, tout à l'heure, M. Correa l'a rappelé, professeur Correa du moins l'a rappelé, c'est le retard de la réception des outils de travail qui impacte un peu sur notre calendrier universitaire. Certains étudiants même se plaignent que nous ayons à passer 1 an, peut-être 2 ans à faire peut-être une classe, et ça, c'est vraiment regrettable. Alors, maintenant, concernant, j'ai trouvé un peu des stratégies qui m'ont plutôt réussi. Je dirais d'abord le système de mentorat mis en place au niveau des espaces numériques ouverts qui m'a beaucoup servi. Je prendrai l'exemple de l'île de Keur Massar. Les anciens étudiants expérimentés dans l'utilisation des plateformes en ligne sont là pour conseiller, accompagner et même encadrer les nouveaux apprenants.
En dehors de cela, j'ai participé à des sessions d'information et de sensibilisation, parfois à des ateliers aussi, pour connaître mieux l'outil numérique, mais l'environnement numérique d'une manière générale et de mon université. Mais j'ai oublié tout à l'heure un aspect important, ce qui m'a permis réellement de connaître l'outil numérique, c'est les cours transversaux dispensés en présentiel que j'apprécie beaucoup. Merci. C'est formidable cette collaboration entre les nouveaux apprenants et les anciens étudiants. Il les accompagne dans leur adaptation. En parlant d'adaptation, Monsieur Correa, vous avez parlé de certains étudiants qui n'étaient pas très familiers avec les outils digitaux. Alors, quel mécanisme avez-vous mis en place pour ceux qui peinent à s'adapter à ces technologies éducatives? Y a-t-il un accompagnement spécifique dans ce genre de situation? Et parlez-nous concrètement des ENO, ces espaces numériques ouverts. Oui, l'espace numérique ouvert est un lieu, c'est la terminaison physique dans les terroirs de l'université numérique. Pour le moment, nous en avons 17. L'objectif, c'est d'en avoir 50 sur tout le territoire national. Et justement, l'idée, c'est de permettre à des étudiants qui ont fait leurs études dans un département de ne pas avoir à partir dans les régions universitaires comme Dakar, comme Ziguinchor, Saint-Louis, etc., pour faire leurs études. Ça permet justement de territorialiser les études et de permettre à ces régions-là, à ces départements-là, de pouvoir se développer en gardant leurs jeunes dans leur région. Si tout le monde va à Dakar, va à Saint-Louis, à Ziguinchor, ce sera difficile de développer ces terroirs. Parlons d'insertion professionnelle. Madame Diallo, considérez-vous que votre formation à l'UNCHK vous a préparé de manière adéquate pour le marché du travail comparé aux étudiants issus d'un parcours éducatif plus traditionnel? Et quelles compétences supplémentaires seraient avantageuses à intégrer au curriculum? Pour ce qui est de la formation reçue à l'UNCHK, je trouve qu'elle correspond parfaitement au marché de l'emploi. La preuve, à l'issue de l'obtention de ma licence en multimédia, Internet et communication, je suis devenue automatiquement opérationnelle en obtenant d'abord un stage et qui a abouti à mon premier emploi au sein même de l'administration de l'UNCHK. Et s'il y a des compétences à rajouter, à mon avis, au curriculum, je dirais le renforcement de capacités en soft skills et l'écriture administrative, qui est hyper essentielle pour tous les secteurs. Merci pour vos contributions éclairées à cette discussion. Suite à ces échanges, nous pouvons dire que les collaborations entre les établissements éducatifs sont essentielles pour améliorer la qualité de l'enseignement. Il est important de continuer à développer des partenariats et à soutenir les initiatives visant à offrir aux étudiants un enseignement de qualité en s'adaptant aux évolutions technologiques. Les universités virtuelles doivent relever des défis pour améliorer l'accès et la qualité de l'éducation en ligne en mettant en place des stratégies et des ressources supplémentaires. Il est également important de prendre en compte l'avis des étudiants pour optimiser leur expérience d'apprentissage et les préparer de manière adéquate pour le marché du travail. Et chers panélistes, place au mot de la fin pour conclure cette thématique sur les universités virtuelles et nous retrouvons Monsieur Kwame. Pour conclure, il est important de relever que le numérique éducatif est l'une des solutions pour accroître le taux d'accès à l'enseignement, à l'éducation pour tous, pour réduire les barrières entre les zones défavorisées et les zones favorisées et faciliter donc l'apprentissage tout au long de la vie. Merci M. Kwame. M. Correa, à présent. Quand vous avez un pays dans lequel plus de 50% de la population a moins de 25 ans, il faut trouver des alternatives pour la formation, mais des alternatives de qualité. Et je trouve que l'université numérique et les universités virtuelles de façon générale sont ces alternatives-là, mais qualité. Si j'avais un mot pour terminer, ce serait la qualité, travailler pour avoir des universités numériques de qualité. Merci. Madame Diallo.
J'invite tous les étudiants du Sénégal et de l'Afrique d'une manière générale à croire à l'avenir du numérique, car nous y avons cru, même si au début on était inquiets, au final c'est plein d'opportunités. C'est sur ces mots remplis d'optimisme que s'achève ce 5e épisode des EdTech Monday UEMOA, et à bientôt pour un nouveau numéro.